Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Temps des cathédrales. Et ainsi donc, voilà revenu le temps des cathédrales. Une perdue et voilà l'hexagone sans dessus-dessous et qu'un pan de notre illustre roman national vient de disparaître sous nos yeux déformés par l'effroi pour les uns et que le symbole de la France, fille aînée de l'église, vient de s'envoler en fumée pour les autres et que l'élan national et international pour hâter sa reconstruction témoignerait de sa place dans notre imaginaire collectif pour un troisième et que la chute de la flèche de Viollet-le-Duc annoncerait celle prochaine de la civilisation française et même de la chrétienté dans son entièreté pour un quatrième. Qu'est-ce qu'on a pu entendre comme connerie depuis lundi ? Même Trump qui est allé de son tweet imbécile, il faut dire que lui, il ne sait pas comment communiquer autrement lorsqu'il préconisa d'envoyer un Canadair pour éteindre l'incendie. Par charité, nous ne ferons aucun commentaire sur ce dernier tweet. Mais alors, la situation mondiale est à ce point tranquille que le locataire de la Maison Blanche y va de ses conseils en termes de lutte contre l'incendie. Pour un peu, il allait même vérifier que les alarmes anti-feu étaient bien branchées. Alors quoi ? Tout est réglé avec le retour du temps des cathédrales, les gilets jaunes, la répartition des richesses, la justice sociale, l'arrogance du pouvoir, les délires de Jupiter, tout a disparu par la magie d'un incendie printanier. On trouve 1 milliard en 2 jours pour assurer la reconstruction de la maison de Quasimodo et tout va bien. On nous disait, rappelez-vous, il y a 1 an que l'hôpital devait faire 1,5 milliard d'économies, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et rien ne cloche. 26 policiers suicidés depuis janvier, Castaner refusant de rencontrer les organisations syndicales avant le 29 avril prochain et tout va pour le mieux, au point que la seule chose importante en France en ce moment, c'est un incendie parisien. Macron affirme qu'elle sera reconstruite à 5 ans contre toute logique et il faudrait qu'en plus on acclame l'artiste. Mais pensez-moi, je rêve ou alors j'ai définitivement changé de planète et d'espace-temps. Faut dire que par les temps qui courent, tout semble plausible en effet. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Caramel Mou saison 30 encore pour quelque temps. Dans un instant, notre bon professeur Thibaut nous dévoilera le contenu d'un film dont il nous narre avec gourmandise le menu par le détail depuis un mois et ainsi sans doute pourra-t-il répondre à cette question existentielle. Qu'allait donc faire une comtesse nymphomane dans une équipe de scientifiques suédois effectuant des recherches sur une île tropicale et paradisiaque? Oui, vraiment, qu'allait-elle faire dans cette galère? Réponse dans à peu près 5 minutes, en tout cas, séquence de cinéphilie décalée, programmée. Et puis, je recevrai Zedrine, slammer au sein des groupes Enterré sous X, Incendié volontaire ou Dom Spiro. Zedrine qui s'est lancée depuis le début de l'année dans la sortie d'une série d'albums se faisant l'écho de ses divers projets. Et un homme bien intentionné, Zedrine est arrivé avec une playlist d'une dizaine d'albums, histoire d'amorcer la conversation. Mais on commence tout de suite, et comme d'habitude, par la nouveauté de la semaine. Danser sur les ruines, c'est le titre du nouvel album de Michel Clou en duo. Un duo plutôt hors cadre, guitare, baryton, batterie, développant des musiques pleines de rage et de colère. Et puis, pour ce 4e opus, Michel Clou et son batteur Julien Ruffier élargissent
un peu la palette et le propos. Si les moments de saine révolte sont toujours là, et c'est tant mieux comme dirait l'autre, Michel Clou peut aussi cette fois nous parler de moments heureux, insouciants, voire pleins d'espoir. Un peu comme si après avoir décrit la noirceur du moment, il était temps de penser l'utopie. Puissant et épuré, morceau plus parlé que chanté, passant du moi-je au nous général pour revenir au tu et puis au jeu plus intime et universel, texte écrit sans fioriture, stylistique, parlant du monde comme il va, de ce que l'on est et de ce qu'on pourrait devenir. Cet album rock trifouille dans la plaie ouverte de l'époque d'une voix grave et posée. Et l'on en ressort complètement sonné, mais avec ce sentiment d'avoir remis les choses à l'endroit. Michel Clou, en duo, Les Gagnants, extrait de Danser, danser sur les ruines, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Il en aura fallu du temps, il en aura fallu du temps et de l'acharnement, de l'énergie, des illusions, des utopies, des déceptions, des si, des peut-être, des un jour, des jamais. En chapelet, il en aura fallu du temps, il en aura fallu pour que devienne réalité tout ce pourquoi nous nous sommes si souvent engueulés. Il en aura fallu du temps, des heures et des heures, et des nuits, et des vies, des coups de matraque et du sang pour des choses aussi simples et évidentes à la fois. Des coups de matraque et du sang avec du recul quand on y pense vraiment. Il en aura fallu du temps pour que vivre ensemble soit bien plus qu'un slogan, pour reprendre le contrôle, pour remettre à zéro nos existences, nos cerveaux. Il en aura fallu du temps pour que nous soyons enfin en paix avec nous-mêmes. Il en aura fallu du temps pour enfin basculer du côté des gagnants. Caramel Mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Daphne, I love you. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Alors, vous voilà au pied du mur. Il va bien falloir que vous nous en parliez de ce porno holocauste dont vous garantissez la haute teneur en hémoglobine, en frissons de tout genre. Oui, pour savoir ce que donc fait cette comtesse nymphomane. Parce que ça, c'est important. Ça, c'est très très important. Elle aurait pu être italienne, mais elle est nymphomane. Et avant tout, elle est nymphomane. Et ensuite, elle est italienne. C'est l'ordre des choses. Hein.
Et alors, comment on disait, vous vous rappelez cette pancarte qui apparaissait sur les écrans à la télévision dans les années 70, là, une interruption. Oui, je dois m'en souvenir. Une interruption involontaire. Voilà. Donc, problème technique. C'est Cognac-G qui ne relaie plus. Qui n'est pas de notre volonté. Et la Tour Eiffel est entourée de brouillard. Et voilà. Et donc, je me heurte, il faut bien le dire, je me heurte à un problème technique. Quoi ? Je n'ai toujours pas pu lire ce... Au XXIe siècle, alors que Notre-Dame de Paris va être reconstruite en 5 ans, vous n'arrivez pas à lire je n'arrive pas à lire Porno Holocauste. Je n'arrive pas à lire Porno Holocauste. Un DVD, même zone 2, même pas déclassé. C'est ça, c'est un échec. Il a été testé sur plusieurs appareils. J'ai utilisé des moyens sophistiqués et illégaux pour le télécharger. Mais alors, je tombe sur les versions anglaises. Alors, c'est pas la question, mais je veux le voir absolument en VF. Je veux voir Porno Holocauste en version française. Je pense que ça se voit en version française. On lance un appel en direct sur cette radio en demandant absolument qu'un auditeur un peu féru de la chose pelliculaire puisse nous envoyer une version VF non, pas du tout. Porno je ne veux pas Holocauste. que ce soit donc comme les dons par rapport à Notre-Dame. Je ne veux pas que ce soit de la charité. J'ai toujours détesté la charité parce que je vois pas pourquoi à un moment donné on viendrait donner quelque chose comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Je suis adulte, je peux me débrouiller. C'est comme l'État français. En gros, si vous voulez, voilà, c'est un peu la philosophie du jour. Alors, donc, en clair, Porno Holocauste, c'est pas pour aujourd'hui. Et vous parlez d'autre chose. C'est pas pour aujourd'hui. Alors, je vais parler d'autre chose. Alors, je me suis posé la question. Peut-être la prochaine fois. Alors, oui, peut-être la prochaine fois. Peut-être dans 15 jours ou 3 semaines. Ouais. C'est un vrai feuilleton, ce truc. On va arriver tranquillement à mi-juillet, quoi. Mais tout est vrai. Ça tient même pas du running gag. Ouais. C'est vraiment que tout est vrai. Donc, on va essayer de trouver une solution à cette situation catastrophique. Ouais. Alors, donc, la question qui s'est posée, puisque je comptais voir ce film là, aujourd'hui, entre midi et 2, au lieu d'aller manger normalement, comme tous mes collègues, je comptais regarder Porno Holocauste. Donc, je n'ai pas pu. Donc, la question que je me pose depuis cet après-midi, en gros, elle a commencé à se manifester vers 12h, 12h15. Est-ce que, pour ne pas quand même leurrer l'auditeur, est-ce que je parle d'Holocauste ou de porno ? Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Alors, vous allez me dire, il y a... N'oubliez pas que c'est un week-end pascal. Hein. Voilà, c'est tout à fait. Alors, il y a un sujet plus difficile que l'autre. Mais, voilà. Donc, je vais parler de porno. Vous me rassurez. Voilà, alors là, vous me rassurez. Là, c'est absolument formidable. Et alors, je vais vous parler d'un film foncièrement introuvable. Introuvable, si on cherche un peu, on pourra le trouver. Je vais vous donner d'ailleurs l'éditeur Blu-ray d'ailleurs de ce film formidable. Alors, c'est un film donc américain qui s'appelle Woman's Torment, donc le tourment d'une femme. Et alors c'est très très intéressant parce que justement c'est réalisé par une femme qui là d'ailleurs se déguise sous un pseudonyme au générique. Alors cette chronique est toute débotée, j'ai complètement oublié le pseudonyme sous lequel elle se déguise. Mais en tout cas cette femme qui a réalisé ce film pornographique qui date de 1977, c'est très important parce que c'est l'explosion de la pornographie un petit peu partout, sauf en Italie, c'est bizarre. Mais il l'avait déjà eu avant. Bon, l'Italie, il y a quand même le Vatican, pas très loin. Voilà. Donc, et cette femme s'appelle Roberta Finlay, et c'est une des très très rares femmes réalisatrices, et pas que, je vais y revenir, qui a travaillé un petit peu dans l'univers du film d'exploitation. Alors, très rapidement, on parle beaucoup de films d'exploitation. Qu'est-ce que c'est un film d'exploitation ? En gros, c'est un film où il n'y a rien, on n'a pas d'acteur connu, on n'a pas de réalisateur connu, on a très peu d'argent, etc. Donc il faut exploiter une situation. Donc en général, c'est le sexe, la violence, la drogue, les poursuites de voitures, les explosions, enfin vous voyez le machin, et le gore, le cinéma gore, et on table sur un truc, sur une situation qu'on essaye d'exploiter. Et donc c'est quelqu'un qui a débuté très tôt dans les années 60, avec son mari. Elle a débuté très jeune, elle avait 18 ans, ce qui est complètement incroyable. Et avec son mari, ils ont fait donc toute une série
série de films, son mari donc, qui s'appelait Michael Finlay, qui est mort décapité. Alors ça, c'est très triste. Il était en partance pour le Festival de Cannes, où il comptait présenter un procédé 3D révolutionnaire. Alors personne n'a vu la 3D, mais par contre, on a vu sa tête tomber. Voilà. C'est avec les pales d'un hélicoptère. Ah, mais j'allais dire, voilà, décapité Voilà, par j'ai quoi? oublié, Pas les pales de- j'ai oublié de le préciser. En haut de l'immeuble de la Paname. Ah, ouais. ouais. C'est voilà, c'est un destin tragique du cinéma. Hein. Ah, C'est ben pas- ouais. c'est Mais- pas et le seul. On voit pas ça que dans les films, donc. C'est pas le seul. Donc bref, et tous les deux, en fait, il y a eu une espèce d'alchimie et ils ont tourné toute une série de films érotiques en noir et blanc, dans un noir et blanc très 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 cru, qui des fois frisait l'expérimentation. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Take Me Naked. Prends-moi nu. Voilà, tout à fait. Mais il y avait c'est un film très court qui doit faire 70 minutes, qui a quasiment pas d'intrigue. C'est juste un clochard en fait qui est obsédé en fait par une jeune fille qu'il n'arrête pas de regarder. Et c'était il y a quasiment pas de bande son, mais c'était sur des poésies de Pierre Louis. Alors bien sûr, qui était là pour le coup déclamé en anglais, mais ils ont aussi fait des choses comme The Touch of Her Flesh ou The Kiss of Her Flesh. Alors là pour le coup, qui sont des films excessivement misogynes. Donc il y avait ce noir et blanc rugueux. Ils associaient sexe et violence. Enfin, c'était des objets très 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 bizarres. Et alors pendant longtemps, on a dit mais c'était Michael Finlay qui faisait les films. Sa femme, c'était juste un prête-nom parce qu'elle était à divers postes. Il y a eu des postes. Elle était caméraman, directrice de la photo, productrice. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière complètement incroyable. Et croyez-moi que dans ce milieu, à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Et elle a survécu. Elle a passé toutes ces années. Et ensuite, donc au décès de son mari, elle a continué à survivre, ce que je trouve absolument formidable, et que elle s'est dit pourquoi ne pas faire des films porno? Ça coûte pas cher, c'est extrêmement rentable, on gagne beaucoup d'argent à l'époque avec, donc elle s'est dit bim, allez, clac, je fais du porno. Elle a fait tout un tas de trucs. Alors, ce film-là est un petit peu à part, complètement à part dans sa carrière, et presque complètement à part dans je dirais dans la longue filmographie des pornos américains, parce que c'est un film qui quelque part n'a pas sa place. C'est le tourment d'une femme. Ça raconte l'histoire en fait d'une schizophrène qui vit chez un couple. On ne saura jamais si c'est des parents, etc., qui va fuir dans une maison au bord de la plage, où il fait toujours gris, ou souvent où il pleut, etc. Et elle va rencontrer toute une série de personnages, mais tout va se conclure par le meurtre. Et bien sûr, on a des séquences de sexe. Donc là, encore une fois, association sexe et violence et tout. Mais alors, ce qui est génial, c'est que Roberta Finlay ne respecte pas du tout le cahier des charges de la pornographie. C'est-à-dire que ce qui est montré là, en fait, c'est du sexe qui est un peu triste. C'est presque mal filmé, mais c'est voulu. Et ça, c'est complètement génial à l'époque, parce que, surtout pour ce porno-là, on dit les années 70, mais c'est formidable, c'est le porno qui est joyeux, décomplexé, etc. Ça, c'est un petit peu la face, la face obscure, et puis surtout, la face triste. Et la face triste, et puis surtout, c'est un magnifique portrait de femme qui est partagé entre entre cette attirance pour le sexe et cette répulsion. Et justement, cette répulsion, j'y viendrai là, je vais y venir de suite, parce que au bout de 85 minutes, en fait, je me suis dit, mais c'est une variation sur la répulsion de Roman Polanski. C'est exactement la même chose, sauf que là, on est au bord d'une plage, avec ces scènes de sexe là, toutes tristes et tout, etc. Alors, je vais pas décrire, hein, il y a des oreilles sensibles, mais voilà. Et surtout dans les dialogues, à un moment donné, il y a un dialogue absolument formidable qui intervient au début du film, où on voit un couple donc qui est engagé dans du sexe non simulé. Hein. Je rappelle que la pornographie, c'est du sexe non simulé. Oulala. Donc et là aussi, alors ce couple est censé bien s'entendre et tout, mais on sent que c'est un petit peu le bout de la fin du chemin, comme on dit, et que voilà. Alors la fille n'est pas très contente de ce qui lui arrive, et elle sort cette réplique terrible à son mari. Elle lui dit nous n'avons pas fait l'amour, en fait, tu t'es masturbé à l'intérieur de moi.
Ah oui, ça comme dialogue, alors ça c'est un peu tristouné. ça voilà, alors ça c'est extrêmement dur. Moi j'adore ça parce que ça pète à mort quoi. On est là, moi j'étais tétanisé là comme ça devant mon écran et là je me dis mais c'est impossible qu'un homme écrivent une ligne de dialogue comme ça. Alors on nous bassine aujourd'hui avec le porno soi-disant féministe, etc. et tout. Ça c'est un gros débat et tout ça, mais il existait déjà des choses dans les années 70 parce que effectivement c'est une période où on a essayé beaucoup de choses. Donc des films comme ça qui finalement n'ont jamais véritablement trouvé leur place puisque on va dire que si vous recherchez de la pornographie, vous allez être déçu et que on va dire que les amateurs de cinéma noble, alors là je mets de gros guillemets, en fait si vous voulez voir une espèce de drame intense comme ça, vous n'allez pas chercher du côté de la pornographie. Donc c'est un film qui est un peu entre deux mondes comme ça. Et qui est resté bloqué. Et qui est resté bloqué et qui je pense y restera bloqué. Parce qu'aujourd'hui on est incapable de concevoir, même les gens qui essayent des choses comme Gaspard Noé, etc. On n'arrive pas en fait à cette simplicité parce que finalement Roberta Findlay est là pour raconter une histoire et moi c'est ce que j'adore et elle se sert justement de ces scènes de sexe non simulées, ça sert complètement son histoire. Enfin voilà, j'ai trouvé ce film absolument formidable. Et quand vous parlez de ce personnage de réalisatrice, ça fait penser un peu à celui qui est décrit dans une série américaine dont la deuxième saison vient de se terminer, qui s'appelle Deuce et qui raconte comment une actrice pornographique arrive à trouver sa place. Alors ça c'est un comment dire, c'est le personnage, je vois de qui vous voulez dire, c'est la sœur de Jack Gyllenhaal d'ailleurs. C'est en fait c'est un faisceau de personnes en fait qui ont existé et effectivement Roberta Findlay en fait partie. C'est une influence donc qui a servi à nourrir à créer ce personnage-là sur une série sur la scène porno américaine. Tout à fait. Effectivement, éminemment recommandable. Tout à fait. Voilà. Et Roberta Findlay est toujours vivante d'ailleurs. Elle s'est, au bout d'un moment, elle a arrêté quand ça a été la fin, on va dire, justement de tout ce cinéma d'exploitation. Je crois que son dernier film date de 88, etc. Elle est directrice d'un studio d'enregistrement à New York. Voilà. Mais elle a tout arrêté. Elle accepte de parler de sa carrière et tout. Voilà, ce qui est assez formidable. Et encore une fois, c'est un milieu. Je pense que ça l'est toujours, mais c'était un milieu à l'époque, et sans parler que de la pornographie, vraiment le cinéma de genre américain, à tout petit budget, c'était un milieu qui était régi par les hommes et qui était commandé par les hommes. Donc il fallait être très 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 forte pour résister en fait à tout ça. Et même si elle dit qu'elle sait, parce qu'elle sait longtemps, elle a toujours été déguisée sous des pseudonymes donc masculins, et elle a toujours dit qu'elle ne faisait ça que pour l'argent, mais sur ce film-là, je ne la crois pas. Je ne la crois absolument pas, d'autant plus que j'ai réussi à retrouver alors quelque chose d'incroyable, et je vais finir sur ça. Donc je crois que c'était en 73, il y a eu un mouvement new-yorkais aussi. Il y a eu des articles de presse, et c'était le premier film de l'histoire du cinéma, donc qui n'était réalisé, que ce soit interprété au niveau de l'éthique technique, réalisation, etc. Il n'y avait que des femmes. Voilà, c'est un film perdu aujourd'hui, dont j'ai oublié le titre parce qu'il faudrait que je prépare mes chroniques, mais encore une fois, c'est au débeauté. Donc voilà. Et elle était enrôlée dans ce truc-là, puisqu'elle devait donc diriger la photo de ce film-là. Donc en tout cas, gloire à Roberta Findlay. Donc A Woman's Torment, ça existe en Blu-ray. L'éditeur, c'est Vinegar Syndrome. Donc alors il n'y a pas de sous-titres, etc. Mais croyez-moi, en plus vous n'en avez pas besoin parce que c'est excessivement visuel. C'est de la pornographie. Mais ceci dit, après, non, il y a beaucoup de dialogue et tout, et puis ça se comprend très bien, et c'est absolument formidable. Donc, gloire aussi donc à Vinegar Syndrome, qui est un tout petit éditeur américain et qui, en ce moment, fait des merveilles. Très bien. Et bien, professeur Thibault, on vous retrouve dans à peu près 3 semaines, et avec donc toujours ce fameux film porno holocauste. Alors là, j'arriverai à parler de porno et d'holocauste, et de Comtesse Infomane. Enfin, et d'essais nucléaires. Écouter, et d'essais nucléaires, c'est vrai, j'avais oublié. On pourra enfin écouter votre chronique sur ce film. Donc voilà, je rappelle le film d'aujourd'hui, en tout cas Woman's Torment de Roberta Findlay. Professeur Thibault, à bientôt et merci. À bientôt.
Chaque pays, État, nation a ses limites, a ses bords. Et si l'oiseau migrateur les enjambe, le piéton, lui, se les prend dans la poire. 150 000 kilomètres de frontières pour sentir tout ce qui nous sépare. Des lignes, des barrières, des murs, des remparts, des mirages qui s'élèvent au milieu du désert. Rétinienne persistance d'une bourgade malienne jusqu'à ce bateau qui danse sur une mer agitée. 150 000 kilomètres de frontières à traverser pour passer de l'un à l'autre côté. Et puis de l'autre à l'un. Il est où le pays d'où je viens? Il est où le pays où je vais? Il est où ce vent qui nous portait? Il était doux avant qu'on soit marin. Je refais le voyage en rêve, fanfare en écho lointain. On a marché combien de siècles pour se retrouver au matin, les poches encore vides et sans trêve, se remettre encore en chemin, sans papier, sans bourse et sans bruit. On se faufile par où on peut, les mailles se resserrent et nous plient, mais nos pieds persistent un peu. Limerote au bord de la route, témoins de silence et de feu. On se fait compagnon de doute avec tous ceux qui tous se tassent aux barrières pour qu'elles s'écroulent. Je fais le voyage et la sève de 1000 générations de braves coulant mes veines et m'accompagne des contreforts, des monts lointains aux plages de nos villages. Mais rien ne vient, on n'a pas tous des relations pour finir dans le bon salon, du bon côté d'une frontière, accrochée sous le bon canyon. Je rêve que le voyage opère, que la destination existe. Je rêve que mon père se répare en savourant ma réussite. Il est où le pays d'où je viens? Il est où le pays où je vais? Il est où ce vent qui nous portait? Il était doux avant qu'on soit marin. Il est où le pays d'où je viens? Il est où le pays où je vais? Il est où ce vent qui nous portait? Il était doux avant qu'on soit marin. 150 000 kilomètres de frontières, c'est comme 150 000 bonnes raisons de faire la guerre à son frère. En somme, 150 000 milliers de grandes foulées pour se rapprocher de toi, de ton pays, pour fuir le mien, pour essayer demain d'être ailleurs. Et sur ce fil, sur ce chemin, en équilibre entre deux riens, entre deux peurs, je me demande ce qui me tient. Il est où le pays d'où je viens? Il est où le pays où je vais? Il est où ce vent qui nous portait? Il était doux avant qu'on soit marin. Il est où le pays d'où je viens? Il est où le pays où je vais? Il est où ce vent qui nous portait? Il était doux avant qu'on soit marin. Beau et tout, mais... Bonsoir Zedrine. Bonsoir Joe. On vient de vous écouter dans ce morceau 150 000 kilomètres, extrait d'un petit CD, 5 titres, EP, je ne sais pas comment il faut le nommer, sorti en janvier. J'allais dire en début d'année, prélude à une série d'albums que vous allez sortir jusqu'à l'été, qui va se faire un peu l'écho des divers projets qui vous occupent en ce moment.
événements. Celui qui va sortir dans quelques jours, c'est Dom Spiro, et il y aura après le troisième de la série qui sera des échos du duo que vous formez avec Tani Duhal, alias William Lodinat. Exactement. Cet enregistrement, ce 150 000 kilomètres, c'était quoi pour vous de revenir déjà à un album sous votre nom, comme vous avez vu l'année dernière dans le cadre d'un collectif Incendié Volontaire. Juste avant, il y a eu l'aventure Dom Spiro. C'est quoi pour vous le retour à un album sous votre nom ? Le projet sous mon nom à moi, c'est jamais vraiment interrompu, mais il a été un peu en somnolence pendant l'année dernière, parce qu'effectivement, d'une part, il y avait Dom Spiro qui a pas mal occupé le terrain pendant un temps, puisqu'on avait fait ce long format de premier album qui était un beau projet à défendre. Et derrière, il y avait en parallèle le projet Incendié Volontaire, où là je suis pas au texte, où c'est une autre expérience en tant que musicien, et où donc ça a pas mal occupé aussi l'année dernière, puisque finalement on a pas mal défendu cet album. Et les projets donc sous mon nom, et qui est plutôt en général en duo donc avec Aurélien Calvo depuis un peu notre premier EP. Ça sommeillait gentiment le temps qu'on fasse mûrir aussi les titres en question, puisque donc le dernier EP qu'on avait sorti était en 2014, je crois. Donc effectivement, ça fait un petit 5 ans entre les deux, donc il était temps qu'on les sorte, mais on était vraiment content d'avoir pris ce temps-là. Quand on a vu le résultat, on s'est dit c'était le bon choix de laisser mûrir les titres, en laisser de côté certains où on avait l'impression que c'était l'évidence de les sortir, et puis finalement on se dit non, on trouve pas la bonne formule pour ça, donc on le laisse de côté, et puis de faire la bonne sélection, trouver les bonnes étapes avec le travail d'Aurélien à la production, et qu'on a affiné ensemble, faire passer par quelqu'un qui nous a fini le mix bien comme il faut, le master, etc. Voilà, pour arriver au résultat qu'on avait envie de présenter. Donc ça a pris du temps, mais voilà, c'est l'occasion d'arriver à un résultat de maturation dans la musique aussi qui nous satisfait vraiment, et où on a envie de dire, aujourd'hui on peut repartir sur du set ensemble en sachant sur quelle base on tient, quoi. Voilà. Donc, comme tous les invités que Caramel Mou accueille depuis septembre, on va essayer de faire un peu plus connaissance. C'est vrai que Zedrine, on vous connaît depuis un petit moment sur la scène toulousaine. Vous êtes arrivé en même temps que la scène slam à Toulouse, et c'est vrai que ça fait une grosse même dizaine d'années que vous écumez d'abord les bars de la ville, mais pas que. Maintenant, vous allez régulièrement vous exporter au-delà de la Garonne, c'est vous dire si vous êtes demandé. On vous a demandé donc d'arriver avec une playlist d'une dizaine de morceaux, passage obligé pour qui veut parler dans ce micro, histoire un peu de voir les tenants et les aboutissants de vos choix esthétiques. Et premier morceau sur la playlist, et on en discute juste après, ce morceau-là. The Prodigy, morceau The Fire. Prodigy, c'est vrai que je m'attendais à d'autres choses. Un slammer, c'est quelqu'un qui écrit des textes. Moi, on m'a dit régulièrement à ce micro que le slam, c'est d'abord de l'écriture dit sur scène. Et là, on se retrouve avec premier morceau de la musique plutôt énervée, électro. Ouais, alors d'une part, moi ce qui m'a amené au slam, c'est que dans la vie j'avais envie d'écrire des chansons, et puis j'étais pas musicien, donc j'ai commencé par écrire des textes, mais c'est quand même la musique qui m'appelait au départ. Comme ceci, monsieur Jérôme. Voilà, je parle mieux dans mon micro. Qui viennent de changer la position du micro. Donc ça, c'est juste pour la question de l'écriture. Mais après, The Prodigy, c'est juste que mon rapport à la rave culture, c'est les rave parties dans nos chambres d'adolescents avec mes grands frères. J'avais la chance d'avoir 2 grands frères. On était 4 dans la famille avec une petite sœur. Et nos chambres ont été des bons dance floors. J'ai peu pratiqué la rave party, j'ai mis les pieds dans 2-3 free party plus tard, mais adolescent, de découvrir cette musique, et puis vraiment les premiers Prodigy, ce truc très brut en fait, cette découverte de la gestion du sample et tout, et cette énergie ça me dynamitait, et c'était très jouissif, très voilà, une grosse découverte qui nous amenait très 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 loin de ce qu'on vivait à la maison, de la musique de nos parents, etc. quoi. Justement là, c'est quelles années?
Expérience, je saurais plus dater, mais c'est de début 90, que c'est 92 ou un truc comme ça, à mon avis, la sortie de l'album. Là, vous aviez quoi, 10-12 ans? J'étais au collège, quoi. Ouais. À la maison, à part dans la chambre des frangins, on écoutait quoi? Les parents, pas mal de choses. J'ai encore beaucoup de vinyles des parents que j'ai récupérés parce qu'ils ont même plus de platine vinyle à la maison. Donc de nos jours, c'est les jeunes qui ont des platines. Et donc j'ai les vieux Pink Floyd et puis plein de classiques, beaucoup de classiques des parents, quelques Beatles, quelques trucs comme ça, un petit Simon & Garfunkel. Qui traînent par là parce qu'il faut toujours en avoir un sous la main. C'est des choses qui ont pu aussi vous influencer ou pas du tout? Ou c'est une culture que vous avez laissé justement à vos parents? Je pense que de toute façon le bagage on l'a, donc après on s'en débarrasse pas, il existe, donc c'est toujours du bonus. Ressort. Et après dans ce qu'on a écouté à la maison, on va dire que les découvertes ça va plutôt être Brel, Brassens, etc. Donc le rapport à la chanson à texte, ouais, quand même. Allez, deuxième morceau. Noir Désir, là-bas, album et morceau peu connu de Noir Désir. Noir Désir, c'était quoi là l'intérêt? C'était l'ambiance rock noir ou aussi l'écriture, ou les deux à la fois? Les deux à la fois certainement. Après, ça a permis de joindre les deux, quoi, sur à la fois vraiment un souci du texte poétique pour moi qui m'a toujours beaucoup touché chez Kanta. Et une balance entre des titres très, très posés, très doux, très mélancoliques comme celui-ci, et puis des choses plus explosives. Mais là, on est vraiment dans le côté doux, et ce titre-là, il arrive à la fin du film Bernie, sur le générique de fin. On est au moment de 666-667 Club, où on a des titres plus énervés dans les radios à ce moment-là, et on arrive sur ce film où on est passé par toutes les émotions, où on a ri, où on a passé etc. Et puis on arrive au drame total, quoi. On est triste, on est malheureux à la fin de ce film, évidemment, parce que tout est consternant, tout est dur. Et puis il y a cette chanson qui part, c'est cette pluie, cette ambiance sur le morceau quand on démarre. Ça, c'est des choses que je garde en tête, moi, sur le fait de pouvoir ambiancer aussi la musique, d'amener les éléments à l'intérieur. Voilà, moi, quand ça me met autant la chair de poule, ça reste, quoi. Voilà. Le cinéma, ça pourrait être une source d'inspiration pour vous? Oui, absolument. Et j'ai écrit un des titres du dernier EP devant un ciné-concert où il y avait une musique sans parole sur de la vidéo, sur des montages vidéo. C'était dans le jardin des abattoirs à l'époque, et j'avais écrit le texte Pulsion qui est sorti cette année sur l'EP 150 000 km, mais qui a été écrit il y a très longtemps en force. Et là, c'est l'inspiration, elle est venue en voyant des images? Oui, j'étais venu avec un carnet dans la poche ce soir-là, je me suis allongé dans l'herbe tout seul, j'ai regardé le ciné-concert, et puis j'ai écrit à partir de ce que j'entendais, ce que je voyais, donc en grande partie des images. Ouais. Troisième morceau. L'Armée des 12, là on arrive peut-être à quelque chose qui vous a un peu influencé avec le hip-hop, et c'est vrai que vous êtes quand même, j'allais dire, un enfant du hip-hop. Oui, et puis là, on aborde les titres qui feront pas partie de votre répertoire. Oui, alors là, complètement. Moi ce que j'ai trouvé de formidable avec cette playlist, c'est qu'il y avait les 2/3 des morceaux, je ne les connaissais pas. Voilà, je me doute que celui-ci en fait partie. Et celui-là en fait effectivement partie. Donc là, c'est l'Armée des 12. L'Armée des 12, en fait, c'est TTC avec La Caution et peut-être encore d'autres gens. Donc des groupes de la scène hip-hop un peu électronique de l'époque, des début 2000, quoi. Et le titre, c'est Hélium liquide, et c'est le moment où il commence à vraiment verser dans une espèce de sauce sonore qui fait la jonction entre ce qui faisait les qualités de la French Touch sur la qualité de la production électronique, et puis un hip-hop alternatif, on va dire, qui sort des codes classiques.
Et sur ce titre, un peu plus loin, on a un fameux couplet de Tequila Tex avec une très belle utilisation de l'autotune à un moment où c'était pas du tout d'actualité, un siècle avant PNL et puis des années avant Booba, etc., qui se sont après érigés comme les pionniers du genre en France. Vous voulez dire que c'était bien avant l'incendie de Notre-Dame de Paris? Ouais, encore pas mal avant, ouais. D'accord. Puisque maintenant il faudra repérer le temps. Voilà, donc ça. Là, on a Tequila Tex qu'on entend avec cette voix vraiment traitée et ça apporte une mélancolie dans le titre qui était tout à fait inhabituelle, un procédé qui n'existait pas et là la bande autour de TTC et de cette bande là ont vraiment apporté des choses super intéressantes sur la matière sonore dans le texte, la manière de jouer entre le hip-hop et la mélodie des textes. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent dans vos productions. D'abord cet équilibre entre le son et les mots, et puis cette façon un peu organique de créer du son. Ouais, alors là, je sais pas. Quand même, vous devez le savoir un peu. Je sais pas. Après, ça fait partie des recherches d'aller chercher ce qui en venant du spoken word, d'aller chercher ce qui va être musical dans le mot ou après aujourd'hui aussi dans la manière de construire de la mélodie dans les textes. Oui, de la mélodie, de l'ambiance sonore. C'est vrai que c'est par couche. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se retrouvent. Il y a plein de machines. Vous travaillez pas tout seul, vous le disiez. Ah oui. Il y a Calvo de KCC, de KKC, qui travaille avec vous. Mais il y a plein d'autres gens qui travaillent aussi avec vous. Cisco, Estève, sur Dom Spiro. Pour Dom Spiro, et c'est vrai que c'est souvent des gens qui, excusez-moi, je vais éternuer, non, ça passera, ça sera pour plus tard, c'est des gens qui viennent de l'électro, ça y est, c'est fait, ou au moins qui s'en préoccupent beaucoup, et c'est vrai qu'il y a ces recherches de sons, de boucles. C'est pour ça que je voulais partir de Prodigy aussi, c'est parce que ça m'a très, très tôt mis des énergies électroniques. Bon, c'était une manière très, très samplée machine à l'époque, mais ces bases électroniques, elles m'ont toujours plu, et c'est ce que je trouve avec Aurélien qui a beaucoup trempé dans la techno minimale, le dub, les différents sons vraiment électroniques, le synthé, etc. Et puis c'est la même chose qu'on peut trouver avec William Tani Dual, avec Cisco, qui tout en faisant des projets à texte, des projets instrumentaux ou des projets hip-hop, ont toujours eu des projets de leur côté un peu solo, des productions vraiment électroniques, et ouais, c'est des matières que j'aime beaucoup. On va écouter le prochain morceau, et on en revient presque au morceau qui a inauguré cette émission. Je vois. Ça transpire pas beaucoup par ici, prêt à porter camisole sociale, la vie en X mensualité, 15% de frais ponctionnables sur le RMI, précarité aux technologies. Si tu dévides un pas, te voilà hors format marginalisé. Je n'ai pas de leçon à donner, il s'agit d'un constat, cela dit. Quelques mots ont encore une signification pour moi. Indépendance, spécificité, acharnement, réactivité. Expérience, un des nombreux groupes de Michel Clou dont on écoutait un extrait du nouvel album en début d'émission. Expérience, il y a cette façon de parler, chanter le texte qui est pas si loin de ce que vous faites sur certains de vos morceaux, Enterré sous X ou Dom Spiro par exemple. Ouais, bon, ça pour le coup c'était une influence tout à fait annoncé depuis longtemps. Effectivement, déjà à l'époque d'Enterré sous X, ça faisait partie des rares influences que je citais un peu à chaque fois, parce que quand j'ai découvert ces touches-là en France, j'ai compris certaines choses, certains chemins possibles pour moi, certains chemins d'entrée en tout cas dans la musique. Après, je pense que j'ai pris les miens, etc. Mais ça m'a donné des portes d'entrée, quoi, de découvrir Expérience et ce qui se passait autour. Il se trouve que depuis, j'ai rencontré Francis Estève, qui était à la basse sur Expérience et avec qui on a fait Dom Spiro. Et puis je suis avec intérêt ce que fait Michel régulièrement, même si j'ai pas encore eu beaucoup le temps d'écouter le dernier projet. Mais voilà, Traquer la fièvre, Massacrer l'ennui, des titres qui marquent aussi. C'était juste après ça, j'arrivais à Toulouse. C'est le moment où j'ai commencé les Scènes Slam, où j'ai découvert Binary Audio Misfits, qui était le projet entre Expérience et les rappeurs de The Word Association.
Et bon là, des grosses claques de scène. Donc ça m'a bien boosté. On va peut-être se remettre un peu en tête ce que vous faisiez avec Enterré sous X. T'as pas du slam ? Je réponds en ami bien intentionné, c'est sans souci, jolie chérie, balance la monnaie. Fais péter les bifetons, cette fois-ci c'est toi le micheton, c'est moi qui encaisse. Inversion des rôles ma belle, les sensations te font de l'œil, le 7e ciel à portée d'oseille. Un simple gramme de mon slam et tu t'envoles au pays des merveilles. Elle me répond: Vieux, tu t'enflammerais pas un peu et d'y voir combien tu fais le gramme de slam. J'ai peut-être des plans plus sérieux. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce flow, ce rythme que vous balancez dans vos textes, même si là, pour le coup, le background sonore a rien à voir avec celui d'Expérience. Rien à voir. Là, on est sur quelque chose de très rond. La première période d'Enterré sous X, sur le contrebasse, guitare, batterie, c'est très... ambiance jazz chaud, en fait. Hein, ce qui était sans doute très bien pour moi à ce moment-là, parce que moi, j'arrivais plutôt avec des couleurs assez froides aussi dans ce que je proposais. Donc ça a contrebalancé un peu. Vous disiez, vous arrivez à Toulouse, vous venez d'où ? À ce moment-là, j'arrivais de Bordeaux. Ah. Ouais, d'où plus le côté Noir Désir, tout ça. Allez, on retrouve d'abord quelques souvenirs d'Enterré sous X. C'est une époque qui est terminée. Enterré sous X n'existe plus, ou alors, oui. Ou alors ouais. Ça fait 4 ans que on m'aurait menti. Ouais. Des souvenirs avec Enterré sous X. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là ? Plein de choses, parce que ça a commencé les prémices vers 2005-2006, et puis on a arrêté en 2015, donc il y a presque une dizaine d'années, et 8 ans officiels avec le groupe, donc on a vécu tellement de choses. Et beaucoup de scènes ? Et beaucoup de scènes, ouais, on s'est beaucoup baladé, on a vu des cadres tellement différents, on a fait un peu de tout avec ce groupe, c'est ça qui est assez génial, on a fait vraiment du tout-terrain, on a toujours regretté que ce soit pas, qu'il n'y ait pas plus de portes ouvertes sur le côté festival, des choses comme ça, parce que ça a donné des résultats terribles quand ça s'est passé, et que c'est des milieux qui nous ont très peu programmés, mais après on s'est beaucoup baladé, on a fait plein de choses, et ça a toujours été des belles expériences, quoi. Et puis c'est vraiment l'expérience du collectif large et de se nourrir de tout ça. Moi, ça a été un grand chemin d'apprentissage, Enterré sous X, parce que voilà, il y avait les complémentarités de plein de monde. Moi, je débutais les scènes à ce moment-là. C'est très nourrissant comme projet. Allez, prochain morceau. Saul Williams, Black Stacey, on revient au hip-hop, au hip-hop et au slam avec Saul Williams, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment outre-Atlantique, excusez-moi. Outre-Atlantique. Pas outre-Manche, outre-Atlantique. Ouais. Bah, c'est le slam new-yorkais qui l'a vu naître un peu, et ça, je pense que c'est sur son premier album, et il venait de faire le film Slam. Qu'il a fait connaître, et qui du coup l'a propulsé comme une espèce de figure de proue dans le milieu slam. Ce qui, moi, m'a beaucoup parlé, parce qu'après, au niveau slam en France, quand on nous a propulsé une grande figure, ça a été Grand Corps Malade, et musicalement, c'est plus difficile de se rattacher. Pourquoi ? Donc, trop classique, instrumentation trop classique. Oui, enfin voilà. Là, on écoute Black Stacey, c'est une classe incroyable. C'est un mec qui a un groove, qui a un flow, qui a un propos. Bon, c'est extrêmement puissant. Grand Corps Malade, j'ai beaucoup de respect pour le gars. Il a fait son truc, et c'est bien. Enfin, c'est un grand artiste de variété, mais ça n'a rien à voir. Saul Williams, c'est une grande figure rock'n'roll en fait, et ses concerts sont incroyables. Bon voilà, c'est quelque chose qui nous en mettait plein la vue, et donc quand le film Slam est sorti, c'était déjà assez impressionnant. Quand il a sorti les albums et les scènes derrière, voilà, il n'y avait plus rien à dire, c'est des personnages hyper classe. Il y en a eu quelques-uns comme ça, issus de la scène slam hip-hop américaine, qui moi m'ont beaucoup marqué, avec Sage Francis, avec des gens comme ça, et la scène new-yorkaise avec Mike Ladd, ils ont fait des projets et Mike Ladd et Saul Williams ont beaucoup fréquenté Paris ces dernières années. Depuis 10 ans, ils sont presque plus en France qu'aux États-Unis. Mike Ladd était la semaine dernière au Taquin. Eh ben voilà, mais il est ah oui, parce qu'il a des nouveaux projets avec là en Mathieu plus. Sorisseau. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là il défend du nouveau projet un peu plus personnel, mais bon, c'est des gens qui ont défriché beaucoup de manière assez expérimentale, et qui en même temps
c'est ce que j'aime chez Saul Williams, c'est qu'il a toujours travaillé avec des gens qui expérimentaient beaucoup, avec des producteurs qui amenaient des musiques très avant-gardistes. Et il arrive à en créer une pop musique. Et ça, c'est super, quoi. Moi, c'est un peu le rêve dans la vie de se dire on peut expérimenter, amener quelque chose de très nouveau et en même temps on en fait vraiment de la pop, quoi. Quand on est bercé par des choses qui sont plus sur l'électro, sur le mouvement rave, sur des choses comme ça, comment on en arrive à se dire le slam finalement, je pourrais en faire mon art et mon moyen d'expression? Alors, le mouvement rave, etc., c'est une des couleurs parmi tout ce qu'on écoutait dans nos chambres d'ado. Hein. On sautait sur le rock alternatif de l'époque, des années 90, on sautait sur tout un tas de choses. Et j'ai énormément écouté de chansons françaises et c'est ça qui m'a amené au slam. Moi, c'est de vouloir écrire des chansons. Comme je disais, j'étais pas musicien, j'ai essayé de me mettre vaguement à la musique ado, j'y arrivais pas. Et bon, du coup, je continuais de gratter des petits bouts de texte, des petits bouts de poèmes foireux, et puis jusqu'à ce que je rencontre ce principe de la scène slam en arrivant donc à Toulouse, et où j'ai profité de cet aller-retour qu'on a avec la scène sur le fait de pouvoir venir tester des choses, avoir un retour dessus, se rendre compte de ce que ça produit, de ce que ça nous fait de le performer. Et c'est là qu'on se met à avancer, quoi. Donc toujours avec l'idée d'écrire des chansons. En termes de chansons, ce que vous écoutiez, c'était quoi? C'était les maîtres de la chanson française des années 60 ou les Renaud Souchon qu'on pouvait écouter dans les années 80 plus petit, beaucoup du Renaud, parce que c'était les musiques des grands cousins, etc. Donc, puis que je continue d'écouter, même avec mes filles aujourd'hui. Mais après, sur des choses plus perso, là avec Tani Dual l'année dernière et qui sortira sur l'EP cette année, on a réalisé une reprise de Miossec. L'album Boire de Miossec, le premier, c'est un album complètement culte pour moi. J'avais la cassette dans mon poste à côté du lit et je l'ai tourné des centaines de fois. Ça c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et puis les Little Rabbits, des choses comme ça. Donc on disait en début d'interview, vous faites depuis le début de l'année sortir une série d'albums, une série d'enregistrements qui sont aussi téléchargeables sur le net, qui se font un peu l'écho de vos divers projets. On a écouté en début d'émission le premier EP qui est sorti donc sous le nom de Zédrine. Le deuxième ne devrait pas tarder à sortir. Là, il s'agira du projet Dumspiro. Vous nous disiez en début d'émission hors micro que le mixage venait de se terminer et que vous commenciez à recevoir les morceaux là, et du coup un qui serait arrivé ce matin, vous nous l'avez amené. On va l'écouter dans 2 minutes, juste le temps de nous parler de ce projet Dumspiro. Dumspiro, c'est la collaboration sur disque avec Francis Estève. Donc le musicien qui était dans Expérience avec Michel Clou. Exactement. Et bon, quand on s'est rencontrés, on s'est lancé petit à petit. On pensait sortir plutôt un EP à l'époque, et puis on s'était retrouvé avec un album complet. Et puis on a fait vivre cet album sur scène à plusieurs, en étoffant un peu la formation. Live avec guitare, batterie, et puis là on s'est repenché sur de la création, de nouveau juste en tête à tête avec des nouvelles directions qui prenaient de son côté, des nouvelles choses que j'avais envie d'expérimenter. Et là, on a couché une nouvelle série de 5 titres avec ce temps que je respire qu'on va écouter. Et on teste encore des nouvelles choses. Donc, les nouvelles directions, c'est quand vous dites on teste des nouvelles directions, c'est quoi? Ça reprend une patte peut-être plus électronique qui correspond à des choses que faisait un peu Cisco avant et qui correspondent à des choses que je pouvais avoir envie de retrouver. Et je ne sais pas toujours comment l'expliquer, mais donc chaque nouvelle direction musicale, moi, m'amène sur des écritures un peu différentes et puis sur des essais peut-être sonores autour de la voix, encore nouveaux sur cette fois-ci. Donc, on parlait là aussi hors micro, autotune et des choses comme ça. Par exemple, là, moi, je me suis beaucoup amusé sur la production, à tester des choses sur ma propre voix. Donc, sur la musique de Cisco, j'ai beaucoup travaillé moi-même des pistes de voix
pour faire toute la partie centrale du titre qu'on va entendre. Voilà, donc Dom Spiro, j'allais dire une exclue, Caramel Mou, puisque ce morceau n'est sur rien, sauf sur une clé que nous a mené Zedrine. Le titre du morceau ? Tant que je respire. Dom Spiro. La vie ne tient qu'un fil épandime dans ta colonne. Tu sens ta fragilité folle. Chaque pas sur le sol, chaque embûche au tournant te rappelle ce temps où tu ne craignais rien. Le temps se tue pourtant et tu te sens si frêle. Demain déjà, t'imagines? C'est dingue à quel point parlons peu mais partons loin. Sous d'autres cieux, trouver quel temps. Tant que je respire, tant que je reste, tant que le pire reste à venir, tant que j'étire le meilleur du reste de mes jours, tant que les miroirs nous font fuir, que tout tombe autour, mais jamais ne chavire. Tant que je respire, tant que je respire. Tant que l'on respire, il y a de la vie, c'est déjà pas mal. Celui-là, on va pouvoir le retrouver sur les plateformes. Très bientôt sur Bandcamp, Dom Spiro. Voilà, on mettra ça en ligne très bientôt. Très bientôt. Ouais. Voilà, donc on s'en fera l'écho ici, puisqu'on repassera des morceaux de ce EP assez régulièrement. Simplement rajouter, pour ce qui concerne Zedrine, que vous pourrez l'écouter en juin à Toulouse, dans le cadre de la semaine des cultures urbaines organisée par le conseil départemental. Les dates ne sont pas encore fixées, on vous les donnera d'ici là. Et le 16 mai, Zedrine avec Aurélien Calvo, dont sur le projet Zedrine sera au doc à Cahors. Donc ça, c'est le 16 mai prochain. Zedrine, merci d'être passé nous voir. 6 morceaux de votre playlist, il en reste 4. On se fera ça ultérieurement. Une deuxième émission. Sûrement. Je le dis depuis le début de cette série. L'année prochaine, on fait une deuxième émission. Ça s'appellera La Liste et on y passera 1 heure. En attendant, Caramel Mou, c'est quasi fini pour ce soir. Je vais simplement vous donner des idées de concerts pour ce soir. Ce soir, à Itinéraire Bis, on pourra écouter Diana Stray, Soul & Jazz en quartet à partir de 20h30. Une association que l'on adore ici, un archer dans le Yucca, organise pendant tout le week-end plusieurs événements à Toulouse.
Ça commence ce soir avec du rock noise à la cave à Rock, ça c'est Boulevard des Minimes, avec donc ce soir le duo sec basse batterie suivi de Jojo Bim à partir de 21h. Le lendemain, un archer dans Liuka programme également de la musique au Dada demain soir avec les solides trompettes de Alain Regardin et puis le solo électroacoustique de Bérangère Maximin, 21h demain au Dada. Et puis dimanche à Manita Muscaria, un archer dans Liuka continue sa programmation plutôt rigolote avec les lectures poétiques de Yuy Ombre Yuy, suivi de la World Noise de Tracteur. Ça, c'est dimanche et donc le concert est à 17h à Manita Muscaria. Début ce soir du festival Wild Festival dédié à l'électro avec des lives, des DJ sets, des ateliers pendant tout le week-end à l'Hôtel Dieu avec ce soir NTDT, Yumaguma, Tom J, Fast Shushi et Rodriguez Junior. Début des festivités à 21h, fin des festivités annoncées à 5h du matin et je le rappelle, Will Festival c'est à l'Hôtel Dieu pendant tout le week-end. Méga Jam 100% jazz et funk au taquin ce soir avec une formation regroupant Nicolas Algans à la trompette, William Guillard au sax, Arthur Guillard au clavier, Idriss Félix Barry à la basse et Curtis Effoua à la batterie. Début du concert 21h, un concert produit par le collectif toulousain 3e Face. La rue Quétanou, après l'espèce de gigantesque concert qu'ils ont fait mercredi soir à Mixar Miris, et bien la rue Quétanou joue ce soir à Maison Blanche. On était environ 1 000 à Mixar Miris mardi dernier, excusez-moi, on était à peu près 1 000 pour écouter ce groupe. C'est vous dire que ce soir il y a intérêt d'y aller assez tôt parce que le concert on pourra le voir dans la rue. Dans la rue Quétanou ce soir à Maison Blanche, Arnaud Bernard, et au Bijou ce soir chansons et dessins avec François Guillard au chant et accordéon et Marie Bobin au crayon. Donc voilà, c'est ce soir au Bijou, la CAFPO quant à eux jouant sur les mots de Annie Ernaux pour raconter un peu la musique des années 60, 70 et 80. On y retrouvera Bourvil, les Doors, le Yéyé, Queen, de l'électro, le rap, Jim Tonic. Ça va être formidable, surtout qu'il y a les mots donc d'Annie Ernaux, clair et incisif pour une exploration des changements d'époque et des mœurs entre les années 60 et les années 2000. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et il paraît que c'est Nicolas Gardel qui sera à la place des Zédrines ce soir. Bye.